Merci Ovidie d'avoir accepté cette invitation pour essayer de comprendre ce que ça veut dire le féminisme aujourd'hui et être féministe. De par vos textes, de par vos engagements, de par vos positions théoriques, vous avez la possibilité de nous transmettre ce que ça signifie. Donc ma première question, elle sera toute simple. Êtes-vous féministe ? Ah oui, bien sûr. Ah bon, bah non, voilà. J'ai eu peur que la première question soit alors qu'est-ce que ça signifie le féminisme aujourd'hui? Oh là là, mon Dieu. Bien sûr, je suis féministe. Bah bien sûr. Non, mais oui, sans aucune hésitation et ça fait voilà 25 ans que je dis que je suis féministe. J'ai jamais dit je suis féministe, mais quand même, voilà, j'ai jamais eu ce discours-là. Non, je suis droite dans mes bottes, je suis féministe. Alors pour les jeunes générations, être féministe, pour la plupart des filles des jeunes générations, être féministe, c'est une évidence. Pour vous, est-ce que cela le fut? Comment l'êtes-vous devenue? Comment je le suis devenue? Bon, moi, j'ai grandi dans un environnement où il n'y avait pas tant d'inégalités que ça. Ma mère gagnait plus que mon père. La répartition de la charge parentale et de la charge ménagère était vraiment égalitaire. Donc, j'ai grandi dans un environnement où hommes et femmes étaient égaux, quoi. Et en fait, c'est quand j'ai grandi et que j'ai dû me confronter au monde réel et que je me suis rendu compte de toutes ces inégalités, que je me suis rendu compte aussi très tôt, dans l'adolescence, de ce qu'étaient les violences sexuelles aussi, puisque j'ai été violée à l'âge de 14 ans par un garçon Sans le dire à personne. Sans le dire à personne, par un garçon qui en avait 16. Et ça, en fait, en général, ça fait entrer dans le féminisme, en fait. Ce type de situation, ce type de trauma. C'est-à-dire, j'ai pas eu honte. Ma première réaction, ça a été de me dire, mais comment est-il possible qu'un garçon se comporte ainsi, me fasse ça? Enfin, j'ai pas eu assez vite, j'ai ressenti de la colère, en fait. Et donc, voilà, cette colère que j'ai ressentie à 14 ans, elle n'a fait que se confirmer par la suite, à chaque fois que je me suis heurtée à de nouvelles inégalités ou à de nouvelles violences ou... Vous en parlez dans certains de vos textes de ce viol qui a eu lieu quand vous étiez adolescente, et vous dites que finalement, quelque chose s'est passé à votre insu et que vous en êtes aperçu après, et que cette violence, si j'ose dire, de ce viol entre guillemets ordinaire, a construit à l'intérieur de vous quelque chose de l'ordre de l'appartenance au sexe féminin et à la protection qu'il fallait avoir par rapport à son propre sexe. Je pense que j'avais déjà commencé à me rendre compte que le monde était quand même plein de prédateurs. Je dirais à partir du moment où mes seins ont commencé à pousser, donc je dirais vers 12 ans. Plus j'étais assez grande, enfin je suis assez grande en fait. Et donc je sais pas, vers 12 ans, je devais déjà faire quelque chose comme 1,70 m. Donc j'avais déjà... quand j'ai commencé à me rendre compte que la rue pouvait être dangereuse, que les mecs klaxonnaient en passant, que des hommes qui avaient l'âge d'être mon père m'abordaient, là je me suis dit, il y a quand même danger. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre un peu ce qui se passait. Et après, effectivement, il y a eu ce viol ordinaire, en fait, qui s'est passé lors d'une soirée, un soir où j'avais bu, en fait, voilà. Et vu que j'étais très jeune, j'avais pas l'habitude de boire. Donc il a abusé de vous. Il a abusé, j'étais pas en état de consentir et il a abusé de la situation. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on ne posait pas forcément le mot viol et on ne parlait pas de consentement. Hein. Je veux dire, là, je raconte une histoire. Oui, on trouvait ça pas normal. On était horrifiés, dégoûtés, mais en même temps, il n'y avait pas cette conscience qu'on nous avait fait quelque chose. On ne posait pas les mots, en tout cas. On disait rien, on fermait sa gueule. Clairement. Et d'ailleurs, quand ça s'est produit, il y avait des personnes qui étaient là, pas dans la pièce, hein, évidemment, mais dans la maison où ça s'est passé, et qui ont bien dû comprendre quand même que j'étais dans une pièce sans être en état de consentir avec un garçon qui, visiblement, ne me voulait pas que du bien. Et personne n'est intervenu. Dans les jours qui ont suivi, personne n'a trouvé quoi que ce soit à redire. Et donc, c'est vraiment une époque, donc là, on est milieu des années 90, début des années 90, c'est une époque où on ne posait pas les mots viol, le mot viol, consentement, voilà, c'était complètement en dehors de notre sphère de pensée. Mais même le mot violence conjugale n'était pas articulé dans la scène publique et politique. C'est vrai qu'on avait une image très caricaturale et très classiste de ce qu'étaient les violences conjugales aussi. Et on imaginait que c'était seulement une certaine catégorie de la population et tout ça. On n'avait pas forcément conscience que ça concernait absolument tout le monde et que toutes ces violences sexuelles concernaient tout le monde et que les personnes qui commettaient ces violences sexuelles-là, c'était
nos voisins, nos copains, nos pères, nos frères. Donc vous faites partie, Ovidie, d'une génération qui s'est éveillée au féminisme de par la violence que vous avez subie, qui s'est transformée ensuite en colère et en révolte. Oui, par la colère. Et après, dans les années 90, c'est marrant, le terme féminisme, on ne l'aimait pas beaucoup. Moi, ça me posait pas. Expliquez-moi pourquoi. Moi, je me suis toujours revendiquée féministe, mais je me souviens que j'avais des camarades militants à l'époque qui préféraient se dire antisexiste, qui était un mot qui faisait moins peur, bizarrement. Et il y avait cette idée, oui, mais moi je suis contre tous les ismes, enfin, c'est ces espèces de phrases un peu toutes faites. Moi je suis pas féministe, je suis humaniste, moi je suis pas féministe, je suis antisexiste. Il y avait cette peur en gros d'exclure peut-être trop les hommes de la lutte, je pense que je l'explique comme ça. Et puis il y avait peut-être aussi cette peur de ressembler à nos mères et à nos grands-mères. Je crois qu'il y avait quelque chose aussi un peu comme ça. Mais c'était pas si mal de ressembler, non? On voulait pas ressembler à... Moi, j'ai pas de problème. Moi, je veux bien ressembler aux femmes qui ont lutté dès la fin des années 60. Enfin, je veux dire, j'ai aucun problème avec ça. Mais à l'époque, il y avait, je pense, une volonté de faire son matricide en tuant symboliquement les militantes qui nous avaient précédées en disant elles ont rien compris. Mais je pense que c'est propre. Chaque nouvelle génération de féministes, et c'est le cas aujourd'hui, chaque nouvelle génération de féministes se dit qu'elle fait mieux que la génération précédente, et c'est le jeu, et c'est normal. Et puis après, au bout d'un moment... C'est bien, en même temps, parce que ça veut dire qu'ils se réinventent sans cesse. Ouais. Mais et après... en même temps, en empruntant à la continuité des luttes depuis 1789 des éléments communs. Ouais. Mais cette idée de commencer un nouveau féminisme... En même temps, c'est très fécond pour la lutte. Vous avez l'impression qu'à chaque fois, parce que certaines, dans le vocabulaire féministe, emploient le terme de vague. Vous avez l'impression que le féminisme, c'est une succession de vagues? Oui, je le crois. Et moi, je vois ça d'un œil plutôt positif et plein d'espoir. J'ai une fille qui a 18 ans. Et qui s'inscrit donc là-dedans. J'enseigne aussi, donc j'ai des étudiantes qui ont à peu près 20 ans, on va dire. Et toutes ces personnes-là qui sont investies dans la lutte féministe aujourd'hui, moi je trouve ça exaltant, positif, effrayant pour elles aussi, puisque finalement elles arrivent dans la vie de jeunes adultes à un moment de backlash. Donc je pense que le combat va être compliqué pour elles, peut-être encore plus je pense que pour ma génération, où moi je pense que j'étais dans un entre-deux. Enfin ça ne veut pas dire que le backlash, je ne vais pas me le prendre aussi. Hein. Mais voilà, je m'inquiète aussi pour elles, mais d'un autre côté je me dis, voilà, on leur remet, on met tout ça entre leurs mains et je pense qu'elles vont faire des choses bien parce qu'elles ont 1000 kilomètres d'avance, c'est ce qu'on disait à l'instant sur le consentement et sur le terme viol. Ces termes-là, elles n'ont pas de difficulté à les employer. Et il y a plein de termes d'ailleurs sur des sujets divers, je sais pas, par exemple le terme asexuel ou aromantique ou non-binaire, etc. Tous ces termes que nous, on n'employait pas, enfin que moi en tout cas, j'employais pas. Et le fait qu'elle pose des mots là-dessus, je trouve que ça fait avancer les choses positivement. Donc j'ai plein d'espoir, moi. Évoquons votre légitimation universitaire, parce que c'est important de la souligner et de la mettre en lumière. Vous enseignez donc la manière dont les filles peuvent essayer de comprendre ce que ça veut dire être une fille aujourd'hui. Quelles armes vous leur donnez? Est-ce que ce sont des mots qu'il faut savoir utiliser? Est-ce que ce sont des attitudes à pouvoir avoir avec les garçons? Ça passe par quoi? Alors, j'en parle pas avec elle, parce que moi, ce que j'enseigne, c'est plutôt les écritures documentaires. Donc, on est vraiment sur les écritures documentaires. Et la responsabilité... L'histoire du regard, c'est très important bien aussi. Bien sûr, on parle de ça, bien sûr, du male gaze, du female gaze. Mais on aborde aussi la question de la responsabilité sociale dans les productions audiovisuelles. Qu'est-ce que ça veut dire faire un film politique, etc. Mais le terme légitimation, je ne sais pas s'il est bon me concernant, parce que je n'ai pas eu de légitimation universitaire. J'en ai peut-être une de la part du milieu du documentaire, par exemple, ça c'est sûr. Peut-être un peu du côté de l'édition, mais pas du côté universitaire. Moi, j'aurais jamais de poste. Par exemple, chaque année, moi, je tente la campagne de poste. Mais je sais que vous tentez. Et à chaque année, je me prends des vestes, ils ne veulent même pas m'auditionner. Donc, je pense qu'il y a encore des murs... C'est pour ça que j'insiste sur cette légitimation, parce que votre parcours est extrêmement intéressant par rapport à ce sujet de l'évolution du féminisme. Vous êtes passé par différentes étapes et vous nous permettez, à nous toutes et tous, de comprendre cette évolution que vous avez vécue.
ça passe par le corps quand même, votre perception du féminisme au départ. Et au départ, il y a eu, en quelque sorte, un affranchissement du sexe pour pouvoir vous faire comprendre intérieurement ce qui se passait. C'est vrai que ça passe par le corps et c'est resté ma ligne, on va dire, cette histoire de penser le corps, penser l'intime, politiser le rapport au corps. Même si aujourd'hui, je n'utilise pas. Et vous avez été une des mon précurseuses là-dessus, sur la bataille de l'intime. Mais c'est pas faux, je vous remercie. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faudrait que vous soyez doyenne de faculté. Ah, bah ouais, écoutez, dites-leur, hein, franchement, envoyez-leur une lettre de recommandation. Non, mais bien sûr, et ça passe par le corps. Et c'est vrai que tous les sujets que j'ai pu traiter ensuite, c'était au-delà des questions de la sexualité, hein, ça passait par le corps. Par exemple, j'avais fait un documentaire sur les violences gynécologiques et obstétricales. C'est le corps, c'est vraiment cette question, et cette question du consentement aussi, par ailleurs, qui était soulevée. Et voilà, moi, c'est cette partie qui demain, par exemple, je vais pas, je sais pas, me lancer, par exemple, dans la lutte pour l'égalité salariale. C'est pas mon domaine, c'est pas. Ça fait partie du féminisme. Ça fait partie du féminisme, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est après, moi, je suis pas une toutologue du féminisme, en fait. Je pense que voilà, si j'ai quelque chose à apporter, voilà, ce sera des réflexions autour de l'intime, de la politisation de l'intime et des sexualités ou de l'absence même de sexualité. Alors, venons-y. Ce n'est plus slow sex pour vous, puisqu'un de vos derniers opus, c'est No Sex. Comme si, effectivement, une sorte de régime de continence pouvait apporter un support d'énergie vitale aux femmes, après tout. Un support d'énergie vitale, j'aime beaucoup. C'est comme ça que j'ai lu votre livre. Bien sûr, de l'espace mental, du temps aussi. Quel temps gagner. Alors, j'appelle ça une grève du sexe, mais c'est pas une grève du rapport sexuel en lui-même, même s'il n'y a pas de rapport sexuel. C'est pas juste ça, ça va bien au-delà. C'est une grève, c'est une sortie de l'hétérosexualité, de tout ce que ça implique. C'est pas les 7 minutes de rapport réglementaire que j'ai décidé de mettre de côté. C'est tout ce que ça implique d'être une femme. C'est un travail à plein temps que d'être une femme. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire être une femme aujourd'hui ? Être une femme, déjà, c'est être désirable. C'est quand même notre première fonction dans la société. Notre première fonction, c'est d'être désirable, de faire couple, de tout faire pour maintenir le couple. Ensuite, d'être mère. Ensuite, d'être mère. Et après, on va avoir des choses comme la reconnaissance universitaire, la reconnaissance professionnelle. Mais ça arrive bien après, en fait. Tout ce qu'on peut produire, tout ce qui relève de la pensée, ça arrive bien en dessous, parce que notre première fonction, c'est pas de faire, c'est de paraître. Et notre valeur sociale dépend de ça. Et à partir du moment où, je ne sais pas, on se sort de ce jeu-là, soit volontairement, soit involontairement, il peut y avoir des sorties involontaires aussi de la sexualité pour plein de raisons, on perd de sa valeur. Donc voilà, qu'est-ce que c'est être une femme dans notre société ? C'est d'abord être désirable, je crois. Sinon, on ne passerait pas notre vie et on ne dépenserait pas autant d'argent et on ne se ferait pas autant mal à se faire, j'en sais rien, de la radiofréquence, acheter de la crème anti-rides et s'acheter des strings qui rentrent dans les fesses et machin et tout ça. Enfin, tout ce temps... Vous prenez rien. Question piège. C'est pas parce qu'on connaît la source de notre aliénation et qu'on en connaît tous les fonctionnements qu'on est capable de s'en affranchir aussi facilement. J'essaie franchement de me libérer au maximum de ça. Maintenant, moi, mes inquiétudes, ça passe par l'alimentation. Et je sais d'où ça vient, les régimes, la volonté de contrôle du corps des femmes, tout ça. Je peux très bien l'écrire, il n'y a pas de souci. Oui, il y a toujours des visées finalement féministes à travers, y compris la grève du sexe, comme si reprendre son propre corps pour pouvoir en faire ce qu'on veut et non pas en faire ce que la société veut nous faire faire, c'est-à-dire des poupées désirables, finalement nous donnerait une manière de peut-être utiliser plus notre cerveau et de le faire considérer. S'extraire du désir de l'autre, c'est évidemment politique et c'est se prioriser. C'est pas forcément se plaire à soi-même, c'est se considérer un peu plus.
Parce que nous, les femmes, et une des parties du féminisme, c'est que ça consiste aussi à arrêter de s'autodéprécier. Ça, c'est sûr. Arrêter de s'autodéprécier, arrêter de se comparer les unes aux autres aussi. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous détruit. On est sans arrêt en train de se dire elle est plus belle, elle est plus jeune, elle est mieux, elle a plus réussi. Et pourquoi elle a décroché telle émission, j'en sais rien. Pourquoi elle décroche tel contrat, etc. On est sans arrêt en train de se jalouser, alors que justement, on ferait mieux de s'unir. Et c'est valable aussi pour tout ce qui est intimité, désirabilité. Quand par exemple on est cocufié, au lieu de se comparer à l'autre, à se dire mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, faut arrêter de se tirer dans les pattes et se recentrer quand même sur le problème qui n'est pas la personne, la rivale, celle qu'on essaie de nous faire croire que c'est une rivale en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la compétition intrasexuelle. Il y a quelque chose de la compétition entre femmes comme ça qu'on nous inculque dès le plus jeune âge qui, à mon avis, nous détruit. C'est ce que Nelly Arcan appelle le syndrome de la schtroumpfette. Cette idée qu'il ne doit en régner qu'une seule sur le désir des hommes, qui doit, dans cette espèce de délire totalitaire finalement, d'absorber tout le désir de l'homme au sens enfin, voilà. Il y a quelque chose d'épuisant dans le fait de vouloir être une schtroumpfette. Et quand je parle donc de grève du sexe, c'est ce que je disais, c'est pas juste ces 7 minutes de rapport dont je m'extrais, c'est de ça aussi. C'est de cette obsession de vouloir être la schtroumpfette suprême, en fait. Et qui est une obsession qu'on a toutes, en fin de compte, à des degrés divers. Après, on a toutes plus ou moins conscience de ce qu'on vaut sur ce marché de la désirabilité. Mais c'est parce qu'on nous éduque ainsi aussi. Absolument. Absolument. Donc voilà, je pense que c'est une grande libération que de ne plus vouloir être une schtroumpfette. Et ça laisse énormément de temps. Et c'est vrai que, je sais pas, moi je dois en être à pas loin de 5 ans maintenant. Et alors, comment ça se passe? Ça va bien. Et, vous n'attendez plus le prince charmant? Non, ça en revanche, non. Je ne sais pas si je l'ai beaucoup attendu, si, certainement. Mais l'a tout attendu. Mais ça permet de créer des relations nouvelles avec des hommes. Moi, ça m'a permis de faire un grand tri. Je me suis rendu compte qu'il y avait des hommes avec qui, pourtant, je n'envisageais absolument pas d'avoir une relation et qui même n'envisageaient pas d'avoir de relation avec moi, qui soudainement se sont détournés de moi à partir du moment où j'ai affiché publiquement cette non-disponibilité vis-à-vis du désir des hommes. Il y a eu, je le vois même dans le travail, il y a des... Parce que dans le travail, en fait, parfois, on se surprend à minauder un peu sans même s'en rendre compte. On a des espèces de réflexes un peu inconscients où, moi, je l'ai observé plein de fois. Par exemple, telle personne, telle productrice qui, un jour, pour négocier tel contrat, va minauder devant le chargé de programme. Tout ça, c'est des situations que j'ai vues, mais 1000 fois, vraiment. Et quand on se sort de ça, voilà, il y a un certain nombre d'hommes qui se détournent de nous. Et à côté de ça, ça renforce d'autres types de relations avec d'autres hommes qui sont des relations belles et fraternelles et dénuées de sexualité. Et là, à partir du moment où on retire le sexe, parce que souvent on dit oui, bon, donc ça veut dire tu relationnes pas du tout avec aucun homme. Non, c'est pas vrai. En fait, il y a plein d'hommes avec qui j'ai pu renforcer justement cette belle amitié ou ces belles collaborations professionnelles aussi, parce qu'on était libérés de la question sexuelle, parce que justement c'était acté. Moi, je baisse pas, donc voilà, c'est un peu comme dire moi je suis lesbienne. Voilà, c'est une façon de s'extraire aussi de ce désir des hommes. Et ça permet d'avoir l'esprit plus tranquille pour nouer de belles... Parce qu'on sait qu'il n'y a pas cette ambiguïté. Et puis ça nous laisse énormément de temps. Moi, je n'ai jamais autant bossé que ces 5... Quand je dis bosser, ce n'est pas juste travailler. Je me suis jamais autant accomplie, je dirais, que ces 5 dernières années. J'ai été hyper productive. J'ai fait plein de docs, j'ai écrit plein de trucs. Vous avez cru en vous. Ouais. Et on revient avec ce nouveau féminisme à une forme de réhabilitation de l'éros de l'amitié, en fait. C'est-à-dire de la considération réelle de l'égalité intellectuelle entre les filles et les garçons, sans passer par le trafic sous-entendu, quelquefois, des désirs en tout genre. Je crois que vous l'avez bien résumé, ouais. Quand on s'affranchit comme ça de ces espèces de séductions un peu minables, comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est... Peut-être qu'il faut ça, effectivement. Faut peut-être que tout le monde arrête de baiser pour que l'égalité revienne. Non, c'est pas ça. Je suis pas là pour faire la police de ce que font les gens chez eux. Et en plus, quand j'ai écrit La chair et Tristella, c'était pas un manifeste ni un projet de société. C'était pas un appel à la grève générale du sexe. Chacune se débrouille vraiment. Chacune se débrouille comme elle peut. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est libéré de ça, la relation égalitaire est peut-être plus facile, effectivement. Effectivement.
Le féminisme, c'est l'incarnation, la réalisation justement de l'égalité femmes-hommes pour vous, Ovidie? Moi, je crois, oui. Je réfléchis, mais oui, oui, ça me semble, bien sûr, bien sûr. C'est pas la supériorité de la femme sur l'homme, comme nous le disent quelques virilistes égarés dans des fantasmes, qu'on va tout leur prendre. Je suis fatiguée. Ça existe, hélas. Je suis fatiguée parce que je l'ai entendu, comme vous, à peu près 150 000 fois. Et c'est vrai que oh là là, je me vois en situation en train de l'entendre. Non, 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 mais... Et donc, féminisme, c'est un sexisme inversé. Donc, non, non, quelle fatigue, mon Dieu. Et non, mais bien sûr que c'est l'égalité qu'on veut. Enfin, on ne cherche pas à les dominer, on s'en fout de les dominer. Ou alors, qu'ils nous payent pour qu'on les domine, j'en sais rien. Mais on s'en fout de les dominer. Bien sûr que c'est l'égalité qu'on veut. Le féminisme, ça va être plus difficile pour les filles de demain, dites-vous, que pour vous ou que pour moi. Est-ce que c'est à cause justement des images auxquelles les jeunes générations s'affrontent, des images sexuelles qui sont extrêmement violentes et qui peuvent leur donner, entre guillemets, des nouveaux modèles de sexualité très terribles? C'est pas forcément ça qui m'inquiète le plus. J'avoue, ça m'inquiète parce que je vois que, évidemment, il et elle, parce qu'elle aussi en regarde, il et elle grandissent avec ça. Je crois qu'on a à peu près un garçon sur deux, entre 13 et 17 ans, qui consulte des sites pornographiques au moins une fois par mois, et on est à 25% sur les filles, pour les filles de 13 à 17 ans. Donc en fait, c'est tout le monde, et c'est tout le monde, c'est régulièrement, et évidemment... Et de plus en plus jeunes. Et de plus en plus jeunes, et comme, je dirais, toute production culturelle et médiatique, forcément, ça façonne notre sexualité. Parce que si on prend juste la pornographie à part, comme ça, si avec la pornographie qui était problématique, je crois qu'on s'en sortirait, en fait. Mais on retrouve ça absolument partout, dans la publicité, dans les séries, enfin, je veux dire, voilà, on a la pornographie qu'on mérite. Si la pornographie est sexiste, c'est parce qu'on vit dans une société qui est hyper sexiste. Et après, moi, c'est pas forcément ça qui m'inquiète le plus. Je suis beaucoup plus inquiète, par exemple, déjà de la montée mondiale de l'extrême droite. Je me dis, voilà, ça va être compliqué pour elle. Qui va aussi avec un déni du féminisme. Vous avez remarqué que l'autoritarisme s'accompagne d'un rejet des femmes. Toujours, systématiquement. Et donc, je suis beaucoup plus inquiète, justement, sur le durcissement. Alors là, c'est rentré dans la Constitution, mais on peut voir, par exemple, ce qui se passe en Italie, enfin, un durcissement autour des questions d'IVG. Ça laisse rien présager de bon, quoi, tout ça. Je pense que tout ce qui est... Et même cette petite musique-là, le coup, par exemple, du réarmement démographique, ce genre de choses, c'est... Nos ventres leur appartiennent. Nos ventres redeviennent... on a toujours... Nos ventres, de toute façon, appartiennent à la communauté. Hein. On le voit bien quand on est enceinte, hein, que notre ventre, il ne nous appartient pas complètement. Mais là, encore plus. Donc, je m'inquiète pour elle... sur les questions de pornographie et de violence sexuelle, j'ai l'impression que cette génération, par exemple la génération Z, est un peu plus au fait des questions de consentement, etc. C'est beaucoup plus clair pour eux et elles que pour la génération Y. La génération Y, elle a grandi avec Internet, la pornographie, mais sans filtre. Alors que là, la génération Z, elle a ce filtre de MeToo, ce filtre post-MeToo quand même, qui me laisse à penser que cette génération-là n'est pas foutue. Franchement, j'y crois plutôt, moi, à cette génération-là. Mais je m'inquiète, oui, tout ce qui est IVG, etc. Je suis inquiète pour cette génération-là. Dernière question, Ovidie. Quels sont vos espoirs pour que le féminisme puisse être au cœur du fonctionnement de notre société ? Je crois que mon plus grand espoir, ce serait qu'on arrête de se tirer dans les pattes. On a parlé tout à l'heure de cette compétition intrasexuelle, mais elle existe au sein du féminisme. Et alors, il existe des féminismes. On n'est pas toutes d'accord les unes avec les autres, et c'est pas grave. Et c'est bien d'en discuter, c'est bien d'en débattre, mais il faut arrêter de se détruire les unes les autres. Et je crois que c'est Alice Coffin qui disait qu'aujourd'hui, elle ne voulait plus dire publiquement de mal d'une autre féministe. Et je pense que c'est une bonne ligne, en fait, de débattre entre nous, ça c'est évident, il faut continuer à le faire, mais se tirer dans les pattes publiquement, comme ça, avec les masculinistes qui observent et qui applaudissent des deux mains, je pense que ça, c'est une grave erreur. Donc en fait, ce que vous plaidez la sororité et l'union des forces. L'union des forces, ça c'est clair, parce que je crois que c'est capital pour qu'on puisse vraiment avancer. Il faut arrêter d'accepter cette division comme ça.
pour mieux régner. Enfin, voilà, on voit bien qui en profite de cette situation. Votre fille est féministe, est-ce que votre petite fille le sera? Je suis pas sûre parce que ma fille ne veut pas d'enfant. Ah, Je suis pas sûre que je le saurai un jour. éco-anxiété? Peut-être, pas mal, ouais, pas mal d'éco-anxiété et je la comprends aussi. Je la comprends. On a l'impression que plus on est féministe pour certaines femmes, et en l'occurrence vous en face de moi, ben, plus on est heureuse. Ah, moi, le féminisme me rend parfois malheureuse parce que je regarde le monde à travers le prisme du féminisme et je chausse mes lunettes de féministe, donc parfois ça m'agace. Il y a plein de choses que j'observe autour de moi qui m'agacent et je me dis si parfois je les retirais ces lunettes, ben, je vivrais plus tranquille. Et d'un autre côté, ça me rend heureuse dans la mesure où ça me permet d'être en connexion avec d'autres femmes et je pense vraiment que c'est ça qui nous manque vraiment, cette connexion dès le départ. Moi, je pense que quand j'étais enfant ou ado, je n'ai pas eu assez de copines et d'amis à la vie, à la mort. Et voilà, ce que m'a appris le féminisme, c'est à me rapprocher des autres femmes et ça me rend heureuse, ouais. Merci beaucoup, madame la professeure Ovidie.